J'ai dû couper la vidéo et donc je reprends où j'en étais. Et donc je parlais de l'intérêt du mât bipode qui limite les efforts, donc qui divise par deux les efforts du mât, donc ce qui est considérable. Euh, Par rapport au mât unique. Voilà, puisque le mât unique, eh bien, il, euh, bah là, il subirait des efforts gigantesques, voilà, qui sont proportionnels à la taille immense de cette voile. Voilà. Donc là, qui, pour un mât unique, sur ce navire, devait faire un demi-hectare de surface, c'est-à-dire 5000 mètres carrés. Voilà. D'ailleurs, les points noirs que l'on voit, ce sont des personnes à l'échelle de la voile. Donc, les petits carrés que l'on voit, ça représente 2 mètres de côté. Donc là, on voit l'immensité de la voile. Donc les efforts, enfin de telles voiles n'existent pas aujourd'hui, puisque de telles surfaces de voiles euh, ont existé par le passé sur les plus grands voiliers, hein, les fameux caporniers, donc les plus grands caporniers, les 4-5 mâts-barques, qui portaient en moyenne 5000 mètres carrés. Voilà, donc ça correspond à ça. Je dis en moyenne, parce que certains grands caporniers, c'était dans les 3500, 4000 mètres carrés, et puis les plus grands, donc les records, hein, les plus grands, c'est dans les 6000, 6500, voire qui ont approché ou atteint les 7000 mètres carrés. Voilà. Voilà, donc on va dire que 5000 mètres carrés correspond à une bonne moyenne de ce qu'étaient les plus grands voiliers de l'histoire. Voilà, les anciens, les vieux gréements. Et donc, voilà, alors seulement c'était des gréements fragmentés, c'est-à-dire que sur leurs multiples mâts, ils avaient autant de multiples voiles. C'est-à-dire que les plus grands voiliers comptaient jusqu'à 25-30 voiles, une trentaine de voiles. Voilà, donc les efforts étaient répartis. Alors que là, on a d'un seul tenant, donc sur cette fameuse voile gonflable, donc voile épaisse, eh bien, donc posé sur mât télescopique, concept qui aujourd'hui n'existe pas en dehors bah, sauf à petite échelle expérimentale, mais qui un jour pourrait être appliqué sur de grands navires. Voilà. Alors, à ce point de gigantisme-là, ça, je ne sais pas. Euh, Ça, seul l'avenir le dira. Le futur le dira. Bah voilà. Alors là, c'est bien l'effort est gigantesque. Voilà. Donc, il y a un risque. Donc là, on se trouve avec un géant au pied d'argile. Géant, oui, mais fragile. Euh, donc handicapé par sa démesure. Euh, Là, donc en cas de mauvais temps, euh, de, de, d'ouragan, de cyclone, de typhon, il risquerait de se briser. Ou si ce n'est pas le bas, les efforts sont tels que ça pourrait être la structure du navire. Euh, donc, euh, donc c'est la solution la moins réaliste. Voilà. Enfin, euh, en tout cas dans l'immédiat. Euh, donc, Pendant nos connaissances et moyens techniques actuels.
Il y avait le gréement d'Inarigue. Alors lui qui n'est pas donc le gréement, qui n'est pas un gréement bermudien, comme cette voile, hein, ou Marconi, mais qui est un gréement donc type phare carré. Voilà, justement inspiré des grands voiliers phare carré d'antan. Voilà. Donc dans cette option pareille d'un seul mât pour un tel navire que celui-ci là, que ce grand multicoque amphidrome de 180 mètres, eh bien donc pour une masse, un déplacement de plus de 16 000 tonnes, eh bien le problème de la charge sur un seul mât se pose. Voilà. Donc c'est le même problème finalement que pour cette voile unique, cette inflated sail. Voilà. Mais la différence est que là, par contre, la voile n'est pas d'un seul tenant. C'est-à-dire que on y retrouve, puisque ce système en est inspiré, enfin c'est le principe, on retrouve donc le phare carré. Voilà. Alors c'est-à-dire qu'en fait, cette immense voile en fait est donc constituée, n'est pas d'un seul tenant. Elle est constituée de 5 voiles tenues par 6 vergues. Voilà, 6 vergues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme la configuration donc des anciens phares carrés, la seule différence que là, les vergues sont fixées sur les mâts, sont solidaires, donc comme d'un seul tenant au mât. Voilà. Voilà. Mais au contraire, ceci est mieux que les vieux gréements parce que là, c'est le mât qui tourne sur lui-même. Donc mât autoporté, pouvant tourner donc à 180 voire 360 degrés, comme ici. Voilà. Donc le mât pouvant tourner et donc pas besoin que les, comme sur les anciens gréements, que les vergues puissent être mobiles autour du mât, puisque le mât lui-même tourne. Voilà, donc ainsi, eh bien, ça simplifie beaucoup le gréement par rapport à la complexité qu'on peut dire énorme des vieux gréements. Voilà, donc là, ça simplifie de beaucoup. Voilà, donc voilà, donc en fait, c'est le gréement d'Inarigue, c'est l'ancien gréement phare carré appliqué donc à ce qu'il y a de plus moderne et même de plus futuriste. Voilà. Bon, ben là, l'inconvénient, même si l'avantage c'est que donc là, on a plusieurs voiles, donc ce qui est plus sécurisant que de n'en avoir qu'une seule, parce que là, si on a une ou deux qui est déchirée, qui n'est plus opérationnelle, et bien on a au moins les autres qui peuvent rester en service. Voilà, plus sécurisant. Et par contre, la charge énorme sur un seul mât reste le même. Enfin, ce problème de charge énorme, de tension énorme. Eh bien voilà, l'avantage donc du mât bipode, c'est de diviser, de diviser ces efforts énormes. Voilà. Voilà, donc voilà ce qu'il permet. Et en plus, avec son double jeu de voiles. Voilà, c'est-à-dire avec ces 4 voiles, comme je disais, en marche, lorsque le navire navigue,
et 4 autres donc au repos. Voilà. Et ceci, que ce soit donc d'un côté ou de l'autre, du balastron, suivant le sens de la marche. Voilà, donc c'est cette très grande euh, réversibilité qui fait que on trouve tout l'intérêt donc de ce système. Voilà. Alors après, ceci peut paraître délirant, hein, une telle dimension, mais en même temps, c'est tout à fait, enfin, ça reste dans le domaine du faisable, quand on sait qu'aujourd'hui, on arrive à construire des éoliennes géantes. Alors, les plus grandes, évidemment, elles se trouvent dans le secteur du gigantisme absolu qu'est le monde offshore. Mais maintenant, pas seulement celui du pétrolier, également celui des énergies renouvelables. Et donc notamment les champs d'éoliennes offshore, où là, maintenant, on arrive on produit des éoliennes dont le diamètre atteint les 150 mètres de diamètre. Voilà, donc des pales qui atteignent les 75 mètres de diamètre. Donc là, on est vraiment enfin, on atteint un niveau de gigantisme qui peu de temps n'était même pas pensable. Et donc, donc là, donc à partir de là, un tel concept appliqué sur un tel navire donc de 180 mètres de long est jouable, est envisageable. Voilà. Et ceci, bien sûr, donc tant pour les gréements que les gréements de navires que les éoliennes. Ceci n'est rendu possible que par les matériaux composites. Voilà. Donc qui allie extrême solidité et légèreté. Voilà. Ce qu'on ne... on ne pouvait pas atteindre de telles dimensions pour ce type d'usage avec les aciers et pas même l'aluminium, les alliages d'aluminium. Voilà, donc là le balastron sera, enfin toute la partie gréement, mât bipode, balastron, toute cette partie d'un seul tenant sera en matériaux composites. Voilà, voilà. Voilà. Ce qui fait que les principaux matériaux de construction donc de ce navire, donc ce grand navire d'exploration de la seconde phase du projet Godessark, sera en acier. Voilà, il sera principalement en acier, mais on y trouvera aussi beaucoup d'aluminium. Et aussi beaucoup de matériaux composites thermoplastiques. Voilà, donc notamment toute la partie gréement. Voilà. En tout cas, pour l'acier, eh bien, ça sera donc les coques, les 5 coques, la plateforme. Tout ceci, donc jusqu'à ce niveau, sera intégralement construit en acier. Et ensuite, les ponts supérieurs seront réalisés en aluminium, ainsi que la passerelle. Mais on y trouvera quand même de l'acier jusqu'à la passerelle. Voilà, justement pour pouvoir supporter les efforts énormes de ce gréement unique. Voilà, de ce mât unique bipode. Parce que même si les efforts seront divisés donc, par deux par rapport à un mât normal, un mât monopode, donc seront de beaucoup divisés, les contraintes resteront tout de même énormes. Donc, en fait, toute la structure porteuse qui devra supporter donc, les grands efforts, notamment liés au gréement,
eh bien, sera en acier. Voilà. Donc, même les ponts supérieurs seront de type construction mixte, c'est-à-dire acier-aluminium. Voilà. Donc, toute la partie bleue correspondra donc à un assemblage d'acier